Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ce soir, nous serons au cœur de la vie d'un homme, même s'il le regarde dans son rétroviseur, c'est Ghislain Joseph Gabiot. Rappelez-vous, hier, nous avons commencé cette émission. Malheureusement, la technique de jouer des tours. Finalement, nous revenons aujourd'hui, donc c'est une deuxième partie. On a un peu plus de temps pour continuer à savourer et à apprécier la vie d'un homme, Justin Joseph Gabiot. C'est son dernier ouvrage que vous avez ici, dans le rétroviseur de ma vie, de la gare à Montmadia aux 5 continents, en passant par Brazzaville. Joseph Gabiot, on ne le présente plus. Monsieur Tao Tao, vous le connaissez. Monsieur Yaoundé 72, vous le connaissez aussi. Et celui qui a nourri de nombreux sportifs congolais par rapport à ses programmes sur la radio nationale congolaise. Il faut dire qu'hier, nous avons parcouru la vie de cet homme, partant de Madia où il est né, jusqu'à Mouyonzi. Rappelez-vous qu'il fut un chasseur de rats et en même temps un designer et commerçant, puisque vous l'avez su avec nous, qu'il fabriquait des voitures qu'il vendait aux petits blancs. Revenu à Brazzaville, désormais, l'homme va se mettre à étudier jusqu'à ce qu'il arrive en France. Nous étions arrivés là. Anthony, c'est quand il revient de France pour Brazzaville que l'homme déjà mûr et majeur va commencer sa vie en tant que journaliste à la radio de la Révolution congolaise, telle qu'on l'appelait à l'époque, avec bien sûr la chance de croiser des hommes comme Marie Touka, si vous avez su hier, comment est-ce qu'il est parti de Mungabio à Gabio grâce à un homme qui avait trouvé que ce nom Mungabio faisait trop villageois et ça ne passait pas pour la radio finalement. Gabio, aujourd'hui, c'est celui que nous connaissons. Et hier, beaucoup nous ont dit qu'ils découvraient en fait finalement que Gabio, ce n'était pas le nom d'origine. Et grâce à cette émission, il s'est rendu compte que monsieur s'appelait Ghislain Joseph Mungabio. Alors, Anthony Mayungi, aujourd'hui, on va continuer à parcourir la vie de cet homme et avec un moment important pour le nombre sportif congolais, c'est quand on arrive dans les années 70, il vient prendre ses fonctions à Brazzaville et on n'est pas loin des années 72, puisque là, un événement majeur va marquer le sport congolais, c'est cette victoire à Yaoundé, Anthony. Oui, bonsoir Cyr, bonsoir Ghislain Joseph Gabiot, monsieur Tao Tao. Donc, nous étions arrêtés au moment où, après sa formation en France, et où il découvre une nouvelle façon de faire ce travail de journaliste, l'homme revient à Brazzaville et le constat est, et tout le monde est content de le voir. Et dans cette euphorie de retrouvailles-là, Guy Menga, alors directeur de la télévision nationale, lui dit: ce n'est plus la RTC que vous avez connue comme pigiste. L'État va faire de la RTC un service public, plus d'autonomie comme naguère, salaire revu à la baisse. Donc, il y a un véritable changement. Le paysage audiovisuel est dans un changement et le changement n'est pas seulement au niveau structurel, au niveau de la vision, mais également en termes matériels. L'étudiant qui rentre de France avec des idées pleines de la tête a vécu quelque chose d'extraordinaire et quand tu le retrouves au pays, la télévision est encore presque embryonnaire à l'état de Moyen-Âge, il manque beaucoup de choses. Et il y a cette situation que lui décrit le directeur de Radio Congo, de Télé Congo. En ce temps-là, les gens préféraient plus travailler pour la radio que pour la télé. N'est-ce pas, Ghislain Joseph Gabiot? Exactement, parce que la télé en ce moment était finalement on vous mettait au rencard, là, on était dans les placards, on était agent de télévision, alors que la radio avec ses émetteurs puissants était suivie dans toute l'Afrique centrale, suivie à l'ouest, à l'est de l'Afrique et en tout cas, même certains pays européens captaient la voix de la révolution congolaise. Et là, malgré tout, il y a quand même un foisonnement. Le programme est riche. Il y a des émissions culturelles, notamment le coin des orchestres, le klaxon. Il y a pour des émissions des jeunes aussi. Et vous lancez une émission Animation Jeudi. Donc, qu'est-ce qui
on a du mal à imaginer Ghislain Joseph Gabio animer autre chose que le sport. Ah non, Anthony, Ghislain Joseph Gabio était deux mamelles. Il y avait la musique et le sport. Oui. Donc, c'est que de me trouver dans la musique, comme l'on me trouvait également dans le sport. Ça faisait partie de mes mamelles. Donc, à ce niveau-là, ce n'était pas une surprise pour ceux qui me voyaient ou à Super Jazz ou chez Macedo et j'en passe. Et on rappelle plus que du stade Tabadéba aujourd'hui. On rappelle que vous étiez membre du comité Bantou dès 1962, c'est ça? Exactement. Dès 1960, je dirais même dès 1964, mais plus sûrement 65, parce que là, j'étais à la sous-section de Bantou, du club Bantou de Bakongo, et puis après, je suis rentré dans le club Bantou national. Et en vous lisant, on constate que vous nous dites que le sport se faisait petit à petit de la place. Donc, dans le programme d'origine, avant votre arrivée, le sport était quasiment inexistant. Non, disons qu'il était existant, mais beaucoup plus existant au niveau de la radio qu'au niveau de la télévision. Parce qu'au niveau de la télévision, le sport, les émissions sportives étaient faites parfois par des jeunes qui venaient du lycée, qui animaient cette tranche-là. Il n'y avait pas de professionnels pour animer le sport à la télévision. C'est quand je rentre de ma formation en France que le sport va être animé par le professionnel que je suis, et j'aurai à mes côtés Germain Bisset. Il y aura également pour à la radio et la télévision Clément Massengo, et là on parlera d'un service de sport de la radiodiffusion télévision congolaise. Donc on peut dire que Germain Bisset et vous, ce duo magique-là qui va faire vivre dans quelques années Yaoundé 72 au Congolais, a été donc les précurseurs du sport que nous avons connu, nous, enfants, sur Télé Congo. Voilà, c'est ça. Parce qu'avant nous, Anthony, et je dirais également Assir, avant nous, la première émission de sport à la radio était animée par Sylvain Bemba, le 24e homme, et Clément Massengo, le footballeur. Clément Massengo était journaliste footballeur. C'est après ces deux-là que Germain Bisset et Ghislain Joseph Gabio prendront le relais. Et là, à votre retour, vous faites un énorme constat. Il n'y a pas de bibliothèque à la RTC, pas moyen de se documenter. Alors, vous dans votre passion, déjà enfant, vous allez acheter le journal. Vous avez compris qu'il était nécessaire de continuer à acheter pour se documenter parce qu'un journaliste se doit d'être bien informé. Exactement. Et Germain Bisset, qui travaillait à la Shell en ce moment-là, ne manquait jamais son journal, l'équipe France Football. Voilà. Ce sont ces deux journaux-là qui nous donnaient l'information internationale. Et qu'est-ce que finalement nous ferons? Nous allons prendre un abonnement dans une librairie de la place, et chaque jour, nous pouvions avoir le journal de l'équipe, et pour la semaine ou parfois le mois, nous avions France Football. Voilà comment nous procédions, et petit à petit, c'était la mise en place par des dictionnaires sportifs, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là qu'arrive 2 ans plus tard, vous rentrez quelques jours après, la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes, quand on entend parler de Ghislain Joseph Gabio, Germain Bisset,
automatiquement la victoire face au Mali. Alors, dites-nous, vous êtes en ce temps-là, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore 30 ans, vous devez avoir 27 ans à ce moment-là. Et comment se fait les préparatifs? Donc, le pays joue les éliminatoires. Est-ce que pendant ces éliminatoires-là, vous savez déjà que le Congo allait se qualifier ou bien ça a été une surprise puisque Asmara a été certes une joie de se qualifier, mais ça a été un échec sur le plan sportif. On a un petit souci, Anthony, hein, du côté de Gabio. Cette fois-ci, il est là, Gabio. Oui. Vous m'entendez? Allez-y, Je allez-y. vous entends. Oui. Je vous entends bien. Ouais, je disais que dans la même période, vous vous retrouvez quelque temps après, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la 8e édition. Et pour beaucoup, quand on parle de Ghislain Joseph Gabio, de Germain Bisset, c'est automatiquement cette compétition qui revient en tête. Et en ce temps-là, quand les éliminatoires commencent, personne ne sait que Yaoundé va aboutir à cette apothéose, à quelque chose de magnifique, puisqu'on avait en tête 68 à Asmara, qui était certes un succès en termes de qualification, mais sur le terrain, ça a été un échec. Est-ce que vous partez en supportant les Diables Rouges avec l'espoir que les Diables Rouges vont se qualifier pour le Cameroun? Il y avait une préparation qui faisait que les Diables Rouges, on les appelait Congo Sport. Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai. En ce temps-là, avant Yaoundé 72, l'équipe nationale s'appelait Congo Sport. Et Congo Sport a fait ses éliminatoires contre le Nigeria. Au Nigeria, c'est un match nul que nous faisons de 0-0. Et le match retour se fait à Brazzaville. Nous l'emportons contre le Nigeria par 2-1. Ce qui nous qualifie au dernier tour contre la Côte d'Ivoire. Et quand nous jouons les Ivoiriens à Abidjan, les Ivoiriens sont vainqueurs. Et quand ils arrivent à Brazza, l'entraîneur Tokpa dit « Je suis venu à Brazza pour confirmer mon résultat d'Abidjan. » Mais ils ne savaient pas que les Congolais se préparaient aussi à faire un résultat. Et dans le palmarès passé, les Congolais l'emportaient souvent sur les Ivoiriens. Donc, ils étaient confiants. Cette confiance sera donc matérialisée par le premier but que marquera Moukila Paul Sayan, 1-0. Et quand François Mpélé marquera le deuxième, 2-0, je vois encore papa Henri Pangui qui était à mes côtés, tout content. Et dès que le coup de sifflet final est arrivé, le Congo avait marqué 2-0. Il se qualifiait pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de Yaoundé 72. Et en ce moment-là, on est parti dans la chanson « Congo, c'est notre pays ». Nous avions chanté au micro cette chanson et le stade l'a pris également dans cette ambiance-là. Vous savez que les gens venaient plutôt au stade avec leur poste radio. Voilà. Donc, quand ils ont entendu Papa Henri chanter, Gabio, Bisset, nous chantions, eh bien, le stade a repris la chanson et c'était du Tao Tao. Voilà, j'imagine l'ambiance, tout le stade de la Révolution à l'époque, reprenant en chœur cette chanson. Ça devait le cœur devait être très patriotique en ce temps-là. Et avant de continuer, on va suivre un extrait puisqu'on est qualifié. Et la chanson, quand vous lancez, c'est venu instinctivement ou bien la chanson existait déjà? Non, la chanson existait. Celle que nous avions improvisée, c'est la chanson de la finale à Yaoundé. C'est là-bas qui a été improvisée. Congolais, Du stade
de la révolution en ce moment-là. Non, elle existait. Les jeunes la chantaient souvent. Alors, Gisela Joseph Gabio, on marque une petite pause. On va regarder un peu quelques images de la compétition avant de développer ce moment important de votre carrière qui est votre première Coupe d'Afrique des Nations en tant que reporter, c'est celle de 72. La finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali contre le Congo. Je ne sais pas si, en leur fort intérieur, les Congolais s'attendaient vraiment à se trouver là en finale. Mais je sais que les Maliens avaient cet espoir, à commencer par Salif Keïta. Moi, j'ai toujours dit que le Mali avait ses chances d'aller jusqu'en finale. Gagner la coupe, ça c'est autre chose. Vous savez, la coupe, c'est aléatoire. Salif Keïta, malade, tient pourtant à jouer ce match capital. Il ne veut pas être le grand absent en ce jour de gloire, mais il doit quitter le terrain à la 21e minute. À ce moment, le score est toujours nul et il le reste jusqu'à la 33e minute. Boubacar Kanté. Le dégagement va partir pour Sagacité. Pelé qui va contrôler. Essaye de dribbler, tacle manqué de Tidiane Diallo. Mokhtar Maïga bien placé, va envoyer le ballon sur Moussa Diakité. Moussa Diakité, récupération congolaise sur Fatamari Keïta. Passe dédoublé, récupéré par Moussa Diakité, Pétillant qui va partir, dribble 1, réussit un deuxième arme, son tir, Martina! Très bon but de Mokhtar Maïga! Balle en chute surprise qu'il a enlevé Moussa Diakité. Il l'a pris en dribble de dédoublement sur une passe écran et d'un tir enveloppé. Il a envoyé la rafale à peu près à quelques 22 mètres de bois gardé par Massima. Exactement ici à mon chronomètre, à la 33e minute, 25 secondes, le Mali mène par le score d'un but à 0 sur une action parfaitement bien construite au milieu du terrain, élaborée d'abord par le numéro 20, et c'est Moussa Diakité qui est parti d'un shoot au billard, il a osé, et il vient d'être actuellement donc récompensé de son jeu. À la mi-temps, les Maliens mènent encore par 1-0, mais ils ne savent pas contenir. Ils ne peuvent pas contenir la furia congolaise qui se manifeste sans arrêt, et notamment à la 55e minute, Joseph Gabio. Balle de Minga Pepe qui l'a manqué sur la tête de Ngasaki, heureusement pour les Congolais, pour celle de Ngasaki à nouveau, mais c'est le 18 Adama qui est sur la balle, et Ngasaki du pied droit relance, mais c'est Balekita qui contrôle. Balekita contrôle dans le camp malien. Il a ouvert sur son ailier, non. Et l'égalisation est là, mais le monde. Magnifique. C'est égal. Magnifique Congo, applaudissez, applaudissez peuple congolais. Applaudissez la République populaire du Congo qui est égalisée sur une balle qui partait à droite, une transversale de Tostao, je pense, qui arrive en direction. Tostao, une fois de plus, a fait une belle transversale et Mbono Sorcier bien placé n'a pas laissé de chance à Traoré et Mbono Sorcier a donc égalisé pour la République populaire du Congo. Mali 1, République populaire du Congo 1, nous repartons à 0. Voilà, Anthony, Mali 1, République populaire du Congo. Allez un peu vite, on est arrivé en finale. Et Gisela Joseph Gabio, quand vous écoutez ces enregistrements-là, vous vous sentez comment? Ben, je revis la Coupe des Nations de football 1972. C'était des moments terribles. La première finale que Germain Bisset et moi-même
au niveau du continent, nous retransmissions. Ben vous êtes à ce jour les seuls journalistes congolais à retransmettre une finale du Congo en Coupe d'Afrique des Nations. Ça donne encore de la valeur à ce moment-là. S'il y a eu d'autres finales, on pourrait dire, bon, il y a eu d'autres personnes qui ont vécu cela, mais vous êtes les seuls avec Germain Bissé à avoir fait des journalistes congolais diffusant une finale du Congo en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la compétition... Anthony, il y a encore un plus. Anthony, il y a encore un plus, il n'y a pas que ça. C'est vrai que nous sommes les deux seuls journalistes qui aient pu faire la finale d'une Coupe des Nations de football où le Congo sort vainqueur, mais nous sommes également, Germain Bissé et moi, les journalistes qui avions eu cette chance de figurer sur un 33 tours qui a servi dans les écoles de formation, l'école de journalistes à Dakar, l'école de journalistes à Yaoundé, et en plus de cela, au centre de formation des journalistes de la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Donc, souvenir indélébile. On va arriver également à la Deutsche Welle, mais juste en parlant de disque, c'est par ce disque que j'ai vécu, moi, Yaoundé 72, puisque je n'étais pas encore né quand on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, je n'aurai pas votre chance pour vivre ce type de moment. Et c'est enfant. Mon père l'avait enregistré dans une cassette audio et de temps en temps, il me faisait repasser pour me faire un peu dire, écoute, il y a eu un moment où le Congo était un grand pays de foot puisqu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et on se mettait cette cassette-là avec des amis, on l'écoutait en rêvant nous aussi qu'un jour, voir le Congo en finale de Coupe d'Afrique des Nations et victorieuse. Alors, Ghislain Joseph Gabiot, repartons un peu en arrière. Quand l'équipe arrive au Cameroun, qualifiée après la Côte d'Ivoire, arrive au Cameroun, c'est à côté. Donc, on se retrouve dans le groupe B à Douala. Et donc, le Congo est en compagnie du Zaïre, le voisin, du Soudan et du Maroc. Et tout ne commence pas bien. Non, disons non, tout commence bien parce que au premier match, nous tenons en échec le Maroc. Effectivement, qui venait de partir. Le match du Zaïre et le deuxième. La Coupe du Monde en 70 et qui avait fait une bonne prestation. Donc, nous commençons bien. C'est au deuxième match que nous allons couler. Voilà. J'ai confondu les matchs du Zaïre. Voilà pourquoi je dis que ça. Donc, nous coulons contre notre voisin immédiat, notre meilleur adversaire, on peut dire, le Zaïre. C'est ça. Et ce match-là, mais nous l'avons perdu pratiquement à cause des circonstances d'avant-match. Ceux qui ont eu l'occasion de lire le premier ouvrage, La véritable histoire du football congolais, eh bien, dans le livre de la véritable histoire du football congolais, Jacques Ndolou, le capitaine des Diables Rouges, raconte ce qui s'était passé, pourquoi et comment nous avons perdu ce match. On pouvait même d'ailleurs se retrouver avec plus de 2 buts dans le sac. En tout cas, ça aurait été une victoire méritée pour les léopards du Zaïre en ce moment-là. Donc, au sortir de ce match, de cette défaite, nous dirons, mais c'est une défaite qui a servi de leçon à l'équipe congolaise. Il y a eu le Soudan, le festival contre le Soudan. Ah ben oui, ça les a bouffés. Les Diables Rouges se sont dit, bon, ben écoutez, nous ne partirons pas de Douala, puisque nous étions à Douala, nous ne quitterons pas Douala avec un point seulement, puisque à Asmara, on avait 0, et ici, on a un point. Non, on a une petite avancée. Il nous voit 2 points. Et avec cet esprit de la gagne, eh bien,
on s'en est bien sorti puisqu'on avait fini par battre le tenant du titre, le Soudan. Ouais, le Soudan. 4 buts à 2. Eh oui, c'est le Soudan qui détenait le titre. Le titre. Donc, on a éliminé, on a occasionné l'élimination du tenant du titre. Ben oui. Et là, fait insolite, le Congo et le Maroc ont le même nombre de points, même différence de but. Et différence de but particulière, ils ont fait match nul. Il faut déterminer celui qui allait accompagner donc, le Zaïre en demi-finale. Et là, ce produit, le règlement prévoit un tirage au sort. Alors, vous vivez l'instant, ça se passe dans un hôtel, vous êtes où? Vous vivez le moment là, est-ce que vous avez la hantise que cette main innocente tire le Maroc et non le Congo? Ah, mais c'est le hasard, on n'était pas sûr, nous. De toute façon, le tirage au sort s'est fait à Aqua Palace. Pendant ce temps, les Bantous jouaient à l'hôtel, au Cameroun Hôtel. Ils animaient là-bas. Et nous attendions donc les résultats du tirage au sort. Mais que ce soit les Marocains, que ce soit les Congolais, en tout cas tous, on attendait qui passera. Et finalement, le Congo a gagné le tirage au sort, on s'est embrassé. Après ça, nous avons couru à l'hôtel, au Cameroun Hôtel, où jouaient les Bantous. Pour avertir les Bantous. Avec les Bantous. Et Samina Kati, alors, et les Even, là, surtout Samina Kati, alors, quand nous sommes arrivés et que nous avons donné l'information sur la qualification des Congolais à la demi-finale, et bien les Bantous de la capitale ont chanté Samina Kati, et c'est là, Marie-Jeanne, avec ce que ça fait comme ambiance. Nous sommes arrivés jusqu'à pratiquement 5 heures du matin, et puis on a dit aux joueurs, mais écoutez, il faut partir. Vous avez une finale, une demi-finale à Yaoundé. Oui. Mais à propos du tirage au sort, il y a certaines rumeurs qui ont circulé que ça a été manipulé de telle sorte que le Congo sort parce que le Cameroun aurait préféré croiser le Congo que le Maroc. Est-ce que vous avez entendu parler de cette petite rumeur? Oh, écoutez, je sais que le Cameroun souhaitait rencontrer le Congo en demi-finale, s'assurer la victoire. Pourquoi? Mais parce que déjà, quelques mois avant, nous avions fait un match amical à Yaoundé, au terrain militaire. D'ailleurs, il n'y avait pas de gazon sur ce terrain-là, c'était la terre ferme. Ce jour-là, il avait tellement plu que le ballon s'est arrêté et Sandoka, qui était dans les buts, avait ramassé 7 buts. 7 buts à 1. Et les Camerounais, au sortir de ce match, ont dit, ah, nous, si nous avons le Congo en demi-finale, nous passons. Donc, ils étaient contents par rapport à ce dernier match-là. Donc, ils se disaient que ça allait être le même résultat, le 7-1 en Coupe d'Afrique des Nations. Ben voilà, si ce n'était pas le score, mais ils étaient sûrs de gagner. Et là, c'est la surprise générale. Le Congo marque et, ben, comme on dit, comme un réseau, supporte le coup de boutoir et notamment Joseph qui fait un match incroyable mais très maladroit. Eh oui, arrêter toutes les balles, qu'elles soient des balles aériennes, qu'elles soient par terre. En tout cas, Matsima était là, et, comme on dit, Lingala, eh bien, Matsima a kangé le pango. Donc, le balle ne passait pas. Et malgré les coups de boutoir de Joseph Yegmaya, les Camerounais n'ont pas pu égaliser, encore moins l'emporter. Et là, vous êtes à Yaoundé, le Congo est en train de s'acheminer. Alors, racontez-nous un peu les dernières minutes. Le Congo mène 1-0, il reste peut-être 2 minutes à jouer. On va se qualifier pour
notre première finale, vous qui êtes reporter, est-ce que vous avez envie que le match s'arrête d'un coup pour que vous explosez de joie? Mais bien sûr, Anthony, Mm. mais nous attendions que l'arbitre siffle la fin de la partie, parce que si ce jour-là, Anthony, il y avait un photographe venu dans la cabine pour photographier Germain Bisset et Ghislain Joseph Gabiot, nous, nationaux, contents, vraiment, on n'aurait pas su que c'était nous qui faisions le reportage. Vous étiez à fond. Est-ce que du Cameroun, vous avez une idée de ce qui se passait à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Jacob, à dans les grandes villes de l'époque, déjà. Voilà. Les retombées, on les avait plutôt le lendemain. Hein, le lendemain, parce que à la veille de chaque match des Congolais, nous avions une émission en direct. Qui permettait aux Congolais de poser toutes les questions. Donc, c'était un contact direct avec Brazzaville et le Cameroun. Donc, le lendemain, quand nous nous sommes retrouvés dans cette émission du direct, mais les 30 minutes qu'on avait ne suffisaient pas. Il fallait faire tout un match pour... Mais oui, parce que toute la République se retrouvait en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais on n'y attendait pas. Donc, c'était une ambiance terrible au niveau de l'émission. Vous êtes dans le stade, l'arbitre siffle le coup de sifflet final, les Congolais sautent de joie, vous sautez de joie, mais tout le stade est camerounais. Est-ce que vous n'avez pas craint un moment, parce qu'en ce temps-là, il y avait souvent ce genre de situations, des agressions des supporters, est-ce que vous n'avez pas craint pour votre vie à ce moment-là? Non seulement on a craint, parce qu'au sortir du stade, on a caillassé notre bus. On a caillassé le bus de la délégation congolaise pour entrer à l'hôtel. Malheureusement, bon, ben, on a vite filé et puis il n'y a pas eu de dégâts énormes sur les joueurs. Sire? Oui, alors, ce que je voulais bien comprendre, Ghislain Joseph Gabiot, c'est que en 72, il y a des noms qu'on entend là, les Mbono, les Tostao, les Mpelé et tous ces jeunes-là. Donc, est-ce qu'ils étaient partis pour la gagne? Ou bien ils étaient là, il fallait être là? Est-ce que vous les sentiez au fur et à mesure de la compétition que ces jeunes frais étaient venus pour la gagne? C'est au fur et à mesure de la compétition que ces jeunes voulaient gagner. Je vous ai bien dit qu'au sortir du match contre le Zaïre, les Congolais se sont dit « Nous ne quittons pas le Cameroun avec un point. Nous allons tout donner contre le champion en titre. » Et quand ils ont terrassé le champion en titre et obtenu la victoire au tirage au sort, quand je pose la question à Aubin Michel, qui était le directeur technique des Diables Rouges, j'ai dit, mais Michel Aubin, vous jouez la finale, là, vous n'avez même pas eu 2 jours de repos et le lendemain, là, vous allez faire la finale. Mais est-ce que vous allez tenir contre le Cameroun, pays organisateur? La réponse qu'il me donne, lui, en tant que technicien, Gabiot, on ne joue pas la demi-finale 2 fois. C'est la première que nous jouons, cette demi-finale, et nous la jouerons pour gagner. Auprès des joueurs, puisque nous rencontrions toujours les joueurs avaient le même langage. Ils ont dit, nous allons jusqu'à la fin. Donc, la détermination est partie de la défaite contre les Léopards. Et ces jeunes-là se sont donnés. Ils avaient du culot, ces gars-là.
Ils avaient du caractère et c'était sorti jusqu'à la fin de la compétition. Et il y a un aspect, Sir, oui? Non, allez-y, Anthony, allez-y. Il y a un aspect, Ghislain Joseph Gabio, c'est que tout le staff technique était un staff national. Le coach, vous avez parlé de Michel Auba, il y avait aussi Ambazounou Moyen qui était l'entraîneur. On se rend compte qu'une ossature congolaise a permis à l'équipe nationale d'aller jusqu'au bout à remporter le titre, alors que plus tard, on s'est plutôt tourné vers des staffs étrangers. Ils étaient trois. Il y avait Michel Auba, Ibanzoulou Adolphe Amoyen, et il y avait Mayala Désiré Larbi. C'est la seule équipe à la 8e coupe qui avait un staff technique national. C'est la première, la seule. Donc, c'était encore un mérite supplémentaire, alors que les autres équipes avaient des entraîneurs blancs. Alors, Gabio, comment est-ce que on part du Congo, on est Congo Sport, et on rentre, on devient Diable Rouge. Anthony? Mais c'est l'histoire. Oui. Au sortir du match contre le Soudan, le Congolais avait fait un match terrible. En tout cas, s'il n'y avait pas la maladresse, les Congolais ne seraient même pas arrivés au tirage au sort. Ils auraient gagné, en tout cas, leur qualification avec un goal de différence supérieur à celui du Maroc. Et au sortir de ce match, Jacques Ferrand, qui est journaliste de France Football, vient vers les Congolais pour dire mais vous êtes terrible ce que vous nous avez montré là, mais les Diables Rouges, c'est pas possible. C'est ce monsieur-là qui a donné à Congo Sport son nouveau nom des Diables Rouges. Mais c'est des diables, ces Congolais-là. Et comme c'était le drapeau rouge, alors il a dit Diable Rouge. Exactement. Voilà. Et les Congos, oui. Ce nom. Donc c'est par le drapeau. Comment est arrivé cette appellation Diable Rouge? C'est oui, il a tenu compte du drapeau rouge et c'était des diables. Alors, comme c'est des diables, donc c'est des diables rouges. C'est des diables rouges, exactement. Ils n'avaient pas dit diable noir. Le Diable Noir existait déjà en tant que club, donc l'équipe nationale ne pouvait plus s'appeler Diable Noir. Il y avait le club de Diable Noir, donc on appelait Diable Noir. Donc c'est Jacques Ferrand, journaliste de football, qui a donné ce nom à l'équipe nationale qui n'était plus Congo Sport. Au sorti donc de... Le nom est devenu... Le nom a été officialisé donc à quel moment? Pendant la Coupe d'Afrique ou bien un peu plus tard? Non, mais au sortir de cette finale de la Coupe des Nations de football, le nom, il paraît dans les journaux, mais France Football, M. Anthony, M. Sir Makoto, mais France Football, tous les mardis, c'était un journal francophone, français, célèbre. Quand vous faites un article dans ce journal-là, mais c'est connu de tout le monde francophone. Et nous, dès que nous sommes sortis de là, mais on a parlé des Diables Rouges et le nom a été adopté. Voilà comment ça s'est passé. Ok, et Ghislain Joseph, on se retrouve alors ce jour-là, la matinée, la finale, et Salif Keita finalement sur la liste. Alors, le match, comment est-ce qu'il y avait des appréhensions? Parce que le Mali, Salif Keita évoluait déjà en Europe, il était déjà Ballon d'Or, donc c'était la star de la compétition.
Oui, mais vous savez qu'il y a des éléments dont on dispose qui peuvent également remonter la volonté, remonter la psychologie des sportifs. Les Congolais se rappelaient que Maliens et Congolais avaient déjà fait une finale. Les jeux. Et c'était la première finale continentale gagnée par les Congolais. Ça, les gens ne le savaient pas. 1965, avec les premiers Jeux africains, la finale s'est faite entre le Mali et le Congo. Et le Congo avait gagné cette finale. Donc, au départ de cette finale de Yaoundé 72, les Congolais se sont dit, nous garderons notre invincibilité devant le Mali. En tout cas, nous partons pour gagner. Exactement. Et on arrive en finale. Le Mali, qui était présenté comme favori, ouvre la marque et mène 1-0. Et là, vous vous dites, bon, vous continuez toujours à vous dire que ça peut marcher, ou bien il y a des doutes en se disant qu'on avait perdu déjà contre le Zaïre en jouant pas bien. Mais là, on est en train de bien jouer, mais on est curieusement mené. Non, on n'était pas découragés. Nous, dans notre reportage, nous disions même que les Congolais sont encore là, ils peuvent remonter et nous savions parce que avec la détermination des joueurs, tout pouvait changer et ce changement est intervenu en deuxième période quand Moukila Paul Sayal a été remplacé par Mbono Sorcier et Mbono Sorcier a retrouvé en Matongo Joseph Soukous et Bamboula Memajuna Tsao, deux partenaires, l'ailier droit et l'ailier gauche qui lui ont donné les balles qu'il fallait, avec un Baleketa, un Minga Pepe et un François Mbélé dans le milieu du terrain. En tout cas, en deuxième période, les choses ont tourné et puis ça marchait. Non, nous n'étions pas déçus et découragés quand le Mali menait par 1-0. Et là, à la fin, on se retrouve. Donc là, on a les images, je crois, les images du match contre le Zaïre. On voit Jacques Yvon Doulou. C'est la finale, ça. C'est la finale dans l'obscurité. On la pratique. Voilà. On va rester avec. Est-ce qu'on peut avoir le son pour écouter les commentaires de l'époque? Par un but de Diakité, mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par deux fois, le Congolais Mbono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, 2 minutes plus tard, Mbono inscrivait un deuxième but de toute beauté. Enfin, François Mpelé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio et l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un troisième but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière réaction des avants maliens, privés, il est vrai, de Salif Keïta, blessé, leur permettait de réduire la marque par Moussa Traoré. « 3-2, tel était le score de cette finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les joueurs congolais manifestaient leur joie, toute la déception du Mali se lisait sur le visage de Salif Keïta. Le capitaine Dolou recevait des mains du président Idjo le trophée de cette 8e Coupe d'Afrique qui récompensait une équipe régulière qui a su profiter de son rôle d'outsider en surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans 2 ans au Caire. Voilà, Anthony, 2 ans après, qu'est-ce que ça a donné après 2 ans après au Caire, Justin Joseph Gabio?
Une demi-finale. 2 ans après au Caire, on était parti pour jouer la finale. Mais c'est les caprices d'un arbitre qui annule dans la prolongation le but de Paul Seyal Moukila, alors qu'il avait fait un retourné acrobatique et n'avait même pas touché le défenseur qui était à côté de lui. L'arbitre a annulé ce but-là. Et ça a coupé les jambes aux Diables Rouges. Finalement, les Diables Rouges avaient terminé 4e au Caire, alors que s'ils avaient gagné cette demi-finale contre la Zambie, en tout cas, ils étaient décidés à garder la coupe contre le Zaïre. On aurait eu une finale Congo-Zaïre. Eh oui, malheureusement. Mais dans le match de poule, le Congo avait pris sa revanche sur le Zaïre en 1974. Absolument. Avec 2 buts. Le premier de Mbono Sorcier, le deuxième de Minga Noël Pépé. Et revenons un peu pour les Léopards. Revenons en 72, le trophée est gagné et le retour à Brazzaville. Oh, mais c'était une fête. D'abord, nous avions un avion spécial. Avant que nous atterrissions, il y a un avion commercial qui était passé. Les gens pensaient que c'était les Diables Rouges qui arrivaient. Et en fin de compte, le toit de l'aéroport de Maya s'était écrasé. Heureusement, il n'y a pas eu... s'est écroulé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et c'est pratiquement quelques 40 minutes après que nous atterrissons à Brazzaville. Mais quand nous avons atterri, l'avion n'a même pas quitté le tarmac. Les gens ont avancé vers l'avion en plein tarmac. Il a fallu que les militaires fassent une colonne, une haie. Et c'est cette haie de sécurité qui a permis aux Diables Rouges de passer tranquillement et d'aller rentrer dans le bus qui les attendait. Et ce bus a fait le tour de Brazzaville, tous les arrondissements de Brazzaville. Et on a vu le Congolais, la Congolaise, debout sur les avenues, d'autres encore avec leurs chaises pour bien regarder. Ils étaient debout sur la chaise et applaudir les Congolais. Mais je vous dis, c'était un moment pathétique, hein? Pathétique. Des moments inoubliables pour le journaliste que vous étiez, pour le patriote que vous êtes. Et alors, en ce moment-là, personne n'imagine que dans quelques années, le football congolais va reculer jusqu'à pratiquement plus exister sur la scène continentale. Il y a 1974 qui est un dernier moment important, la demi-finale de la Coupe d'Afrique et surtout la victoire de Kara en Coupe de Club Champion. Et là, plus rien, on va traverser une période... On traverse le désert, Anthony. Un vrai désert. Et c'est à ce moment-là, curieusement, au niveau technique, quelque chose se fait au niveau de Télé Congo. Vous êtes en relation avec vos confrères du Cameroun, du Congo et de la du Zaïre. Et vous nous avez parlé d'un moment important, ce qui va se passer en 85, outre l'humiliation, la défaite face au Zaïre 2-5, il y a une prouesse technique qui est réalisée entre les deux stations de télé. Oui, c'est une prouesse parce que c'était la première fois au monde, je dis bien au monde, c'est la première fois au monde que 2 reporters de pays différents vont retransmettre un événement sur les antennes des 2 télévisions. Le signal est repris à Kinshasa et à Brazzaville. À ce match de 2-5 à l'aller à Brazza et au deuxième match de 0-0 à Kinshasa.
cette prouesse technique était la première et elle est restée, une fois de plus, la dernière. La dernière, Parce que au niveau du continent, on ne l'a plus revu. Comme Germain Bisset également et Gabiot ont fait une première, vous vous rappelez que le duo Gabiot-Bisset a été imité par Thierry Roland et Michel Larquet dans l'expression. Oui. Et donc, vous voyez que c'est vraiment des souvenirs indélébiles. Et 85 est venu encore permettre aux Congolais de montrer d'abord cette relation amicale, fraternelle entre les deux rives du Congo. Et puis, écoutez, la prouesse technique qui restera et reste encore indélébile. Et moi, d'ailleurs, je cherche quand Sir Makosso ou Anthony Muyungi pourront peut-être un jour trouver ce reportage de 85, plutôt de 2-5, en 85, effectivement. Oui, on peut l'avoir. Voilà, il faut que vous l'acquérez parce qu'au niveau de Télé Congo, on ne l'a plus. Et c'est ce souvenir indélébile qui me manque en ce moment. Voilà. Alors, Gabiot, on va prendre quelques personnes qui sont en ligne, hein, qui voudraient savoir. Alors, il y a déjà Yann Masukinalix qui demande « Est-ce que c'est bien Gabo que je vois là ?» Oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui. C'est bien Gabiot qui est là avec nous. Est-il à Brazzaville? Non, Gabiot est en France et il est en direct sur Ziana TV. Alors, il y a Jean-Claude Mbemba Belko qui pose la question suivante. Sir Makosso, le vieux Gabiot, peut-il nous parler de l'histoire du charbon? Alors, moi, je suis un peu surpris. Qu'est-ce que c'est cette histoire, l'histoire du charbon? Bon, je vais lui en parler en 2 mots pour qu'il puisse la mieux comprendre, qu'il achète à l'Harmattan le livre « La véritable histoire du football congolais ». Il aura les détails sur le charbon. D'accord. Le charbon, c'est quoi? C'est dans le match Congo-Zaïre. Et pendant que nous faisons la retransmission, le reporter à Brazzaville nous envoie un message. Écoutez, cherchez seulement du charbon, vous mettez dans les chaussures des footballeurs et le Zaïre sera battu. Voilà, en bref, l'histoire. Mais pour mieux la connaître, pour mieux comprendre… Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Voilà. Sister Gabiot, avant qu'on change sur un autre aspect de votre vie, de votre personne, je voudrais revenir sur 1974, non plus la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci la Coupe du Monde de football qui a lieu en Allemagne de l'Ouest. En ce temps-là, les deux Allemagnes étaient séparées. On se retrouve en Allemagne de l'Est et vous, pour le compte de la Deutsche Welle, vous couvrez l'événement. Oui. Je couvre l'événement parce que la Deutsche Welle avait besoin de 2 journalistes francophones pour diffuser la coupe sur les antennes de la Voix de l'Allemagne. Dans la version française, francophone. Parce que la Deutsche Welle était bien suivie au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est. En tout cas, la Deutsche Welle avait beaucoup d'auditeurs de ce côté-là. Je suis donc sollicité. J'étais en ce moment-là en France, à l'INA en ce moment-là, et on me fait appeler du côté de Cologne parce que l'ambassadeur du Congo en Allemagne avait été alerté, on l'avait sollicité, et on lui dit, bon, mais on a besoin d'un journaliste, est-ce qu'on peut en trouver chez vous? Et l'ambassadeur avait proposé Gabiot. Et quand au niveau de la radiodiffusion télévision congolaise, l'information est arrivée,
le directeur de la radio-télévision congolaise, François Itois, m'a alerté, m'a fait un courrier sur Paris où j'étais en formation donc à l'INA. Et il me dit, bon, voilà, il y a la Deutsche Welle qui a besoin de vous. Voici le courrier que nous avons reçu. Rendez-vous là-bas. Donc, j'ai profité d'un week-end pour partir à Cologne, en Allemagne. Et je rencontre donc l'administration. Ils me disent, bon, voilà, nous avons besoin d'un journaliste pour couvrir la Coupe du Monde. Et ils avaient les échos du journal, plutôt du disque, puisque le disque était 72. à la voix de la ligne et servait pour former les journalistes. C'est à partir de là, quand l'ambassadeur leur a fait la proposition, qu'ils ont vu effectivement, ils ont écouté le disque et constaté que je pouvais répondre à cette demande-là. Donc, je vais là-bas, on en a discuté, ils m'ont dit, bon, mais Monsieur Gabiot, nous, ça nous intéresse, si vous vous intéressez à la proposition, on va signer un contrat avec vous et vous reviendrez le moment venu pour la Coupe du monde de football. Donc, j'ai été retenu et il y avait un deuxième francophone, c'était un journaliste belge. Nous sommes dans la Coupe du monde de football de 74. Mais il fallait un journaliste en studio et un journaliste sur le terrain. Il fallait choisir entre le Belge et le Congolais. Et c'est le Congolais qui était choisi pour couvrir en direct l'événement pendant que le Belge, lui, restait en studio. Voilà comment finalement Tao avait été signé le contrat avec la Deutsche Welle. Et ensuite, la Deutsche Welle vous propose de rester en Allemagne, de travailler pour elle, et vous déclinez l'offre. Alors, est-ce que vous avez 29 ans à ce temps-là, il y a une opportunité professionnelle qui se présente dans un grand pays et dans un grand média comme Deutsche Welle, à 29 ans, nombreux peut-être à votre place auraient sauté pieds joints, mais vous déclinez l'invitation, vous rentrez au pays. Oui, parce que en ce moment-là, je vous dis, Anthony et Cyr, à ce moment-là, je n'avais même pas une parcelle à Brazzaville. Je n'avais pas de maison à Brazzaville. Et je n'étais pas marié. Donc, je me dis, si j'accepte ce contrat, j'aurai beaucoup de retard. La première chose qu'on demande aux jeunes quand ils travaillent, c'est d'abord acheter un terrain. Quand il a acheté le terrain, quand il a bâti la maison, l'a équipé, il peut penser maintenant à la dernière chose qui est le mariage. Et moi, je ne remplissais pas ces conditions-là. Donc, je voulais les remplir d'abord et renforcer également mon professionnalisme en continuant de travailler à la radio-télévision congolaise. C'est ça qui a fait que je n'ai pas accepté le projet, mais plutôt le contrat qui m'était offert. Et en fin de compte, la Deutsche Welle m'a même dit, écoutez, M. Gabiot, allez réfléchir, si plus tard vous voulez venir, nous vous recevrons à bras ouverts. Voilà. Mais est-ce que 46 ans après, vous ne regrettez pas cette décision? Il n'y a pas un petit... Je n'avais pas travaillé à la voix de l'Allemagne. Vous n'avez pas saisi l'opportunité pour découvrir autre chose? Non. Je n'ai pas regretté parce que j'ai fait ce que je voulais d'abord. M'installer. J'ai été locataire quand j'ai commencé, mais locataire, c'est l'État qui m'avait logé. Et étant logé comme fonctionnaire
par l'État et je payais un loyer. Après, donc 74, en ce moment-là, je me suis organisé pour avoir ma maison, habiter chez moi. Ça, c'est important. Le reste, l'argent que je vais gagner à la Deutsche Welle, c'était un bon contrat parce que en ce moment-là, le Deutsche Mark, voilà, la maison. Je me rappelle bien que le contrat variait entre 3 et 6 000 Deutsche Mark. Hein? 3 et 6 000 Deutsche Mark, c'était fort. En plus, il nous dit, bon, écoutez, nous allons vous loger et vous aurez tant comme salaire. Vous voyez? Mais j'ai dit non, non, non. Et par la suite, je n'ai pas regretté parce que Sir, il y a un petit souci technique. Une fois de plus. J'ai pu travailler pour des radios correspondants de Radio France Internationale. J'ai pu travailler comme correspondant de ITV, toujours en France. J'ai pu travailler comme correspondant de TV5. Et vous voyez, même si je n'ai pas gagné la même somme, mais professionnellement, ça a été dans l'expérience, vraiment, c'est un plus. Je ne regrette pas. Ouais. Nous étions arrêtés avant de faire ouvrir cette parenthèse Deutsche Welle. Nous étions en 85 pendant cette presse unique qui ne s'est pas encore reproduite. Et dans l'équipe du Congo des Diables Rouges de 85, il y avait un gardien, Prosper Nkunku, celui qui était Mapro, qui avait joué le match retour, puisqu'au match aller, c'est Osebi qui avait officié dans les buts de Diable Riche. Au match retour, c'était Nkunku Mapro. Et Nkunku Mapro a un petit mot pour vous, Ghislain Joseph Gabi. On va l'écouter. Bonsoir. Je suis Prosper Nkunku Mapro, ancien gardien de but du Kotoko de Brazzaville et des Diables Rouges, l'équipe du Congo. Alors, de Ghislain Joseph Gabiot, cet emblématique journaliste sportif, qu'est-ce que je garde comme souvenir? Alors, d'abord, une réclame qui vantait les vertus d'une boucherie au marché total de Bakongo, qui était celle de Albert King. La réclame passait chaque fois à 13h, on entendait dire « Enfin, allez voir Albert King, boucherie marché total de Bakongo. » D'abord, une réclame qui vantait les vertus d'une boucherie au marché total de Bakongo, qui était celle de Albert King. La réclame passait chaque fois à 13h, on entendait dire « Enfin, allez voir Albert King, boucherie marché total de Bakongo. » Voilà, Anthony. Un petit souci avec l'élément. Si vous pouvez couper. Oui, oui. Allez voir Albert King, boucherie marché total de Bakongo. Voilà. Donc, cette réclame, Gabio, est-ce que vous touchez des royalties? Ah, si. Il y a du poisson, capitaine, là-bas. Oui, il y a du poisson, capitaine. C'était la réclame de Albert qui avait une boucherie au marché total de Bakongo. Non, les royalties étaient pour la radiodiffusion télévision congolaise. Vous me posez juste la voix. Oui, c'est un contrat que la radio avait signé avec Albert Kindou. Moi, j'étais agent de la radio, j'ai fait la publicité, c'est tout. C'est vrai que
quand j'allais acheter ma viande ou le poisson. Il y avait une réduction. Il avait un peu plus. Oui, surtout que j'aimais bien la queue de bœuf et puis la langue de bœuf. Alors, quand j'ai acheté ça, Kindou me donnait toujours un petit plus. Donc, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'était la radio qui a fait son affaire là-dessus. C'est quand même surprenant qu'un ancien international de football se rappelle d'un grand journaliste juste pour cette réclame-là. Il n'a pas pensé un seul instant. Mais Anthony, mais non, mais ma pro vous transmet là quelque chose de tout le monde. Lui, il est sportif, il a retenu. Mais sachez, Cyr et Anthony, qu'en 1972, quand le Congo organise la Coupe d'Afrique centrale, les sportifs qui sont arrivés, il y avait des Gabonais, des Tchadiens, des Centrafricains, des Camerounais. Quand ils arrivent à Brazzaville, la première chose qu'ils voulaient voir, c'était la boucherie de Kindou Albert. On a fait le parc de Bakongo. C'était devenu un site touristique. Il fallait passer par Brazzaville. Mais bien sûr, donc ma pro, s'il vous parle de ça, c'est quelqu'un qui a suivi et ça l'a marqué. Hein? Exactement. Et Cyr, il y a un autre aspect de Ghislain Joseph Gabiot, moins connu, que nous avons découvert en lisant son livre, c'est qu'il a été enseignant et voilà. Oui. D'abord, jeune prof d'anglais, hein, parce que… Jeune prof d'anglais. Quand il était en première, il enseignait déjà l'anglais. Oui, tout à fait. Et puis, il va rentrer… Alors, comment cette vocation, Gabiot, est-ce que quand on est déjà à la radio, c'est vrai qu'on donne pour les autres, et là, il fallait transmettre concrètement à ces générations qui vont arriver, Ghislain Joseph Gabiot? Cyr Makosso, nous sommes en 1966, 65, c'est la Révolution. Et la Révolution a fait que l'enseignement privé tenu par les catholiques, les protestants, les salutistes, cet enseignement-là va être nationalisé. Il y a eu certes des enseignants protestants, salutistes, catholiques, mais les enseignants étaient insuffisants pour pouvoir encadrer tous ces jeunes. Et moi, j'étais en ce moment-là au lycée, c'est vrai, mais dans ce que nous appelions un peu dans le temps avec la révolution des 13, 14 et 15 août, l'opération Retroussons les manches. Et moi, je retroussais les manches parce que c'était un travail que je faisais bénévolement. Je le faisais en plus du fait que j'étais au lycée, j'allais faire ma pige à la radio et dans tout ce programme, je me suis dit, je vais aider les jeunes gens qui manquent de professeurs. J'étais donc un professeur vacataire en anglais dans 2 collèges. J'étais au collège de Bakongo, qui était le collège Saint-Joseph. J'avais également le collège Sainte-Bernadette. Et dans ces 2 établissements-là, je donnais des cours d'anglais de la 6e en 5e. Donc, c'était pour aider ces jeunes vraiment que je m'y suis mis, jusqu'à ce que d'ailleurs, au niveau de la direction générale de l'enseignement secondaire, on m'ait donné la possibilité d'être recruté comme professeur d'anglais. Mais vous êtes resté, vous n'avez pas accepté l'offre là. Vous avez été recruté ou bien vous avez continué votre formation et vous êtes devenu le journaliste que vous êtes. Cyr, on a un petit souci au niveau de Joseph Gabiot. La vidéo,
on ne le voit pas. On l'entend, mais on ne le voit pas. Normalement, il va réapparaître, Gabio, normalement. Il a une notification pour que sa vidéo soit réenclenchée. OK. Bon, donc, non, disons que donc j'ai eu. Gabio, on ne vous voit pas, en fait. C'est la vidéo qui est éteinte. Je vous envoie une notification pour démarrer la vidéo. D'accord. Vous avez un petit message pour démarrer la vidéo? Je vérifie. Merci. Voilà, bien sûr, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV. Nous sommes là autour d'un homme. On regarde dans le rétroviseur de sa vie, c'est celle de Ghislain Joseph Gabio. Ce livre est en vente depuis quelques mois à l'Harmattan, Paris. Vous pouvez aussi commander en ligne pour vous permettre de bien, je dirais, apprécier la vie de ce homme qui est né à Madia et qui va parcourir les 5 continents. Voilà, on vous voit, Gabio, si vous pouvez juste remettre. Voilà, merci. Merci, on est là. Voilà, donc vous étiez en train de nous expliquer un peu cette expérience d'enseignant Anthony, qui faisait partie en fait des valeurs de la Révolution. On ne pouvait pas être, il fallait être multitâche en fait déjà à cette époque-là. Il fallait encadrer les jeunes. Et Anthony est pire, c'est que ce que moi je faisais bénévolement, d'autres étaient payés pour. En même temps, il y avait ce qu'on appelait les collèges populaires. Et les enseignants qui étaient là-bas étaient payés. Mais moi, je le faisais bénévolement. Et plus tard, vous avez également enseigné à l'École supérieure du parti et à l'Institut national de la jeunesse. Vous avez enseigné le journalisme et également la sociologie de l'information à un niveau supérieur. Exactement. Non, mais là-bas, j'étais un vacataire qui avait son dû. Hein. Là, on me payait. Donc, là, je ne faisais plus de gratuité. Et alors, on tombe sur un autre aspect, c'est l'écrivain. Donc, voilà. Dans le rétroviseur de ma vie, Sir, ce n'est pas le premier livre, le premier ouvrage. Non, ce n'est pas le premier, puisque vous aviez déjà la véritable histoire du football congolais en 2012, Barambula Mbemba Tostao, la perte du football congolais en 2014, le handball féminin au Congo-Brazzaville, les grandes dames des Diables Rouges en 2015, mes années de radio, télé à la radiodiffusion télévision congolaise en 2018 et en 2020 dans le rétroviseur de ma vie, de la gare à Montmadia aux 5 continents, en passant par Brazzaville. Alors, Gabio, très souvent, vous qui avez pratiqué l'oralité, vous êtes d'une culture orale. Très souvent, on dit, bon, chez nous, la parole suffit. Or, chez les Européens, on dit, ben, les paroles s'envolent, les écrits restent. Qu'est-ce qui a constitué cette transition? Pourquoi l'envie de vouloir coucher sur autant d'œuvres, votre vie, même si ici on a une œuvre autobiographique, mais déjà les titres que nous avons sur cette histoire du football, c'est votre vie. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire, Gabio? Sire, j'ai eu envie d'écrire parce que je suis un archiviste. Archiviste également beaucoup sollicité par des jeunes sur le sport, la musique, et je me suis dit que c'était l'occasion de laisser un support qui est beaucoup plus crédible. Quand vous écrivez, le livre reste et toutes les générations peuvent s'en servir dans la recherche ou dans l'information tout court. Donc, ce souci m'a amené à pouvoir écrire d'un. L'autre souci, c'est quoi? Quand je rentre de ma première formation, je me suis dit, au niveau de
la radio et de la télévision, il faut que nous ayons une émission qui puisse permettre au sport de se développer et d'avoir aussi son information. Et ceci, donc, m'a amené à pouvoir obtenir suffisamment d'informations pour pouvoir mettre dans un livre ces informations qui sont à la disposition de tout le monde, aux chercheurs ou aux simples lecteurs. En tout cas, c'est ça mon souci, c'est laisser des archives. Et la meilleure archive pour moi, c'est le livre. Voilà, c'est le livre. Alors, Joseph Gabiot, ce qui est en soi surprenant, ce livre, c'est vrai qu'il n'est pas volumineux, mais on a l'impression d'avoir dans les mains quasiment, je dirais, l'un des 2 testaments de la Bible. Dans ce sens où, dès l'ouverture, on a des noms. Vous n'avez pas un paragraphe où il n'y ait pas de nom. C'est-à-dire du début de la préface jusqu'à la fin, il y a des noms. Alors, je ne vais pas rentrer notamment dans les noms concernant la famille, mais je veux vraiment que vous nous disiez quelques anecdotes. On a beaucoup parlé de Germain Bisset, mais ici, j'ai les grands noms de programmes télé, on a tous les noms. J'aimerais que vous nous parliez de quelques-uns qui figurent, je dirais, dans ce panthéon que vous avez pu coucher ici, des noms qu'on a complètement oubliés, des plus célèbres aux plus anonymes. Notamment, parlez-nous rapidement de gens à Tarabounou. J'étais tout jeune, c'était un nom que j'entendais. Les gens à Tarabounou, ces jeunes-là, de profession, je pense, infirmier. D'accord. Il s'intéresse au sport. Et quand il arrive au sport, lui, c'est le Lingala. Et au Lingala, nous n'avions plus, après Papa Henri, quelqu'un qui vous faisait vivre l'événement. Et à Tarabounou, quand il arrive, il est encadré par Germain Bisset à la radio. À Tarabounou, vous faites vivre le match comme le faisait Henri Pangui. Et vous parlez d'Atarabounou, mais il y a Joseph Pambou en Lingala qui était terrible également dans le reportage sportif. Donc, Joseph Pambou, c'est qui deviendra Joe Pambou, hein, c'est ça, hein? Oui, voilà, Joe Pambou, c'est ça. Oui. Les deux en Lingala, tu vois, c'était un duo incontournable à la radio quand on suivait les matchs. Eh oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de noms comme ça, des gens qui ont marqué leur passage au niveau de la radio-télévision congolaise. Et j'en parle dans mes années, plutôt dans le livre Mes années de radio-télé. Et puis, j'en reparle également dans cette autobiographie. Mais tous pour des gens qui veulent connaître, c'est, comme vous le dites si bien, ben, la solution, c'est acheter le livre et puis l'avoir chez soi. Et puis, bientôt, là, nous serons en décembre avec Noël et le Nouvel An. Ben, c'est un cadeau qu'on peut ouvrir ou bien se offrir ou bien se faire un cadeau aussi. Tout à fait. Et je pense que… Allez-y, Anthony, allez-y. Et c'est ça, Joseph Gabiot, après, avec toute cette expérience, avec tout ce vécu, quel regard vous posez sur la profession? Alors, on sort un peu du cadre dans le rétroviseur de ma vie, mais votre avis m'intéresserait beaucoup. Quel regard vous jetez sur la profession de façon générale, le journaliste sportif, ou tout le moins au niveau du Congo? Oh, beaucoup de regrets. Hein? Beaucoup de regrets. Parce que le journaliste, en général, place d'abord l'argent avant le travail. Et c'est malheureux parce que moi, je ne dis pas j'étais, moi, je suis un passionné. Je suis un passionné. Si j'ai fait plus de 30 ans au niveau de la radio-télévision congolaise, et j'ai toujours
aimé ça parce que je suis passionné. Je ne dis pas j'étais. Moi, je suis un passionné. Je suis un passionné. Cette passion Depuis plus de 30 ans fait au niveau de la télévision congolaise. Et la jeunesse actuelle au niveau du journalisme manque parfois d'humilité. Et puis, il manque aussi un pont entre l'université et la pratique. Vous parlez à ce moment-là de formation. Du journaliste en général. Hein. Quand il sort de Marien Ngouabi, par exemple, quand il sort d'un institut étranger, il vient directement, par exemple, à l'audiovisuel, à la radio, à la télévision. Il manque le pont. Le pont, c'est cette pratique qu'il doit avoir pendant 3 à 6 mois pour apprendre ce qu'est la profession au niveau de la radio et de la télévision. Lui, il sort directement de l'université, il est au travail et le rendu est loin d'être celui d'un professionnel. Comme nous, quand nous terminions au niveau de la formation théorique, nous avions la pratique. Mais ce pont-là n'existe plus, malheureusement. La formation qu'on pouvait avoir sur le tas, cette formation non plus n'existe plus. Moi, avant que je ne puisse faire mon concours, mais j'ai eu cette petite formation sur le tas auprès de Alphonse-Marie Toukas, auprès de Guy Menga. Et quand je viens en France pour ma formation de journaliste, ce petit B.A.B.A. me servira pendant la formation pratique. Et en outre, au sorti de là, je repars sur le terrain. Voilà la différence. Ça n'existe plus maintenant. Le gars, il sort de Marien Ngouabi ou d'un institut de journalisme et directement le voici dans un journal, le voici à la radio, le voici à la télévision. Il n'a pas la pratique. Et ça fait qu'il y ait beaucoup de lacunes. Donc, vous aurez souhaité qu'il y ait une sorte de studio-école entre l'université et la pratique à un moment où on quitte la théorie, on se rend dans le monde pratique avant d'aller sur un terrain plus large. Absolument. Mais nous l'avons vécu, nous, en France, avec autant de l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision congolaise, plutôt française. Les jeunes qui sortaient de l'université, on le recrute au niveau de l'ORTF, mais il passe par le centre de formation à Montrouge. Certains venaient avec nous au studio École de Maison Lafitte. Sire? Voilà, alors Gabio, nous arrivons à la fin de cet échange. Il est vrai que nous n'avons pas épuisé tout le livre, puisqu'il faut laisser aussi au lecteur, Anthony, la découverte de cette œuvre autobiographique. Alors, Gabio, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez que les hommes et les femmes qui vous découvrent aujourd'hui ou qui vous retrouvent, puisqu'il y a aussi des retrouvailles, on voit aller des commentaires de retrouvailles, qu'est-ce que vous aimeriez que ces hommes et ces femmes gardent de votre vie? Quand vous regardez dans votre rétroviseur, oui, vous voyez quoi exactement aujourd'hui, Gabio? Oh, mais sire, il y a des générations auxquelles j'ai semblé faire plaisir parce que pour eux, le souvenir, c'est le coin des orchestres. Cette émission qui mobilisait les auditeurs à l'intérieur du Congo, à l'extérieur du Congo, est une émission de promotion de musique et jusqu'aujourd'hui, 70 ans passés, les gens demandent encore
que je la reprenne au niveau de la radio congolaise. C'est un souvenir parce que j'ai pu leur faire plaisir dans cette émission. Donc, quand on dit coin des orchestres, ils se retrouvent. Quand on dit sport, ils retrouvent Gabio et Bissé. C'est à eux de savoir ce qu'ils retiennent de moi. Ce n'est pas moi qui vais leur dire non, retenez plus de moi. Non, c'est eux. C'est eux. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Sire. Tout à fait, tout à fait. Mais comme vous avez dit… Sire, ce que je retiens de Ghislain Joseph Gabio, bien sûr, ce sont les retransmissions. En ce temps-là, la RTC avait quand même été mieux que dans les années 70, puisque j'ai grandi j'ai commencé à suivre Télé Congo dans les années 80. Et jeudi, le magazine de sport, quand on savait que c'était Ghislain Joseph Gabio qui présentait le magazine de sport, on était là parce qu'on se disait qu'on allait avoir quelqu'un et quelque part, à force de les voir, que ce soit lui ou le regretté Jean-Gilbert Foutou, ça m'a un peu influencé dans cette perspective de carrière professionnelle. Je ne savais pas encore, mais je me disais, tiens, si je pouvais être à la place de Ghislain Joseph Gabio, ça serait bien. Le gars a une prestance, le gars a une facilité de langage, il fait bien son métier. J'aimerais bien être à la place, voir un peu ce que ça se doit. Donc, les jeudis, on attendait cela. Et puis les dimanches aussi, quand il y avait des retransmissions, des matchs, à cette époque, on retransmettait les matchs sur Télé Congo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On regardait les matchs Diable Noir Étoile, Cara Étoile, Cara Diable Noir, donc ainsi de suite. Donc, c'est ce souvenir-là que j'ai de l'homme, les souvenirs qui datent de mon enfance. Alors, moi, je vais avoir un souvenir tout neuf, puisque le sportif, je veux dire, le journaliste, là, tous, on connaissait déjà, mais c'est le designer, en fait, celui qui est capable de s'occuper des avions pour vendre Petit Blanc. Je pense que ça aussi, il peut faire quelque chose des voitures et des avions pour vendre Petit Blanc. Et je me rappelle, moi, en fait, la première fois que j'ai rencontré Ghislain Joseph Gabio, c'était au Salon du Livre, je ne sais plus lequel, mais c'est là où on a fait connaissance, qu'on a fait pour la première fois cette interview. C'était assez impressionnant de le voir, lui, dans ses allées, une cour très importante, des gens très importants, livres à la main. Et on avait là notre petit plateau. Je ne sais pas si tu te rappelles, Anthony, ou tu étais déjà là. Moi, je me rappelle. Oui. C'était ma première rencontre et c'était une rencontre fructueuse puisqu'on se retrouve encore aujourd'hui. Mais moi, je l'ai rencontré la première fois, ça devait être en 99. Oui. Si vous me suivez? Oui, on vous suit, oui. Nous nous sommes retrouvés pendant la Coupe du monde de football féminin en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on avait eu de ces lumières, en fait, pour nous accompagner Diana TV, et ça a été fait avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité de la part de Ghislain Joseph Gabio. C'est vrai. Vous voyez que l'homme reste encore disponible. Voilà, l'homme reste disponible. Voilà, mesdames, messieurs, on vous conseille donc ce livre. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le tout dernier. Dans le rétroviseur de ma vie, Ghislain Joseph Gabio, de la gare Hamon-Madia aux 5 continents, en passant par Brazzaville. J'espère que pendant ces 2 jours, vous avez pu vous balader avec nous et avec lui, et surtout, vous avez su apprécier ces anecdotes aussi croustillantes par rapport à son travail de journaliste, reporter, journaliste sportif et surtout l'homme qui a fait danser nos parents à cette époque-là avec bien sûr ses programmations de la radio de la Révolution congolaise. Anthony, pour le mot de la fin, peut-être que Gabio aurait sans doute un mot à dire à ceux qui nous suivent. Je laisse à notre invité de conclure. Peut-être aussi qu'il le fasse un peu comme à l'époque, Anthony. Ça serait aussi bien qu'on entende un peu cette voix à l'époque avec quand il rendait l'antenne à l'époque là, après un bon reportage sur un match de football. Mais ça a été un plaisir pour moi
de compter des amis supplémentaires, parce que vous savez qu'avec les réseaux sociaux, on atteint beaucoup de gens. Il y a des gens qui me connaissent, que je ne connais pas. Il y a ceux que je connais et qui me retrouvent. Donc, que ce soit pour les uns que pour les autres, ça a été un grand plaisir pour moi de leur tenir compagnie. Et ça aura été un autre si ils ont un petit souvenir de moi. Et ce petit souvenir, ce sont vraiment les livres que je leur propose. Beaucoup peuvent se retrouver dans l'histoire du football, d'autres dans l'histoire de la radio-télévision, d'autres encore dans cette vie que je leur présente dans mon rétroviseur de ma vie. En tout cas, Sir Makosso, Anthony Muyungi, c'était Ghislain Joseph Gabiot. Je vous remercie et M. Tao Tao vous souhaite une bonne nuit. Merci, merci, merci. Voilà. Anthony. Sire. Merci encore pour tout. Merci pour cet inédit. Alors, on va juste avouer à M. Tao Tao que nous avons, à partir de ces livres, conçu un programme qui s'appellera Dans le rétroviseur 2. Donc, le premier rétroviseur, c'est celui de Saint-Joseph Gabiot. Donc, ne soyez pas surpris. Je ne sais pas s'il y a des droits qui ont été déposés, mais c'est notre héritage. Voilà, nous prenons notre part d'héritage à partir de ce titre pour présenter un nouveau programme sur Ziana TV pour cette saison qui s'appellera Dans le rétroviseur de telle ou telle personnalité. Chapeau. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, merci à vous d'avoir été là pendant ces 2 jours pour nous accompagner afin, bien sûr, de redécouvrir un homme. Ghislain Joseph Gabiot, nous sommes quasiment à l'orée des fêtes. N'oubliez pas, vous pouvez commander ces ouvrages qui sont disponibles chez tous les bons distributeurs. On ne va pas les citer, mais vous les connaissez. Ce livre est paru chez l'Harmattan, donc vous pouvez déjà les trouver. Et tous les autres, bien sûr, vous pourrez les retrouver et vous replonger dans le rétroviseur de la vie de Ghislain Joseph Gabiot. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Dans quelques instants, nous serons donc en Côte d'Ivoire, puisque nous allons revenir sur la situation en Côte d'Ivoire à partir de 21h. Merci encore, bonne soirée là où vous êtes. Au revoir.